Chers amis, avant de plonger dans cette fascinante histoire des États-Unis, je vous invite à mettre un pouce bleu si ce récit vous plaît, à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires captivantes, et je vous souhaite un agréable visionnement. Installez-vous confortablement, détendez-vous, et laissez-moi vous conter l'extraordinaire épopée d'une nation qui, en moins de 3 siècles, est passée de quelques colonies dispersées à la première puissance mondiale. Comment 13 colonies rebelles, isolées sur la côte atlantique d'un continent inconnu, sont-elles devenues la nation la plus puissante que le monde ait jamais connue? Pourquoi des hommes ont-ils risqué leur vie pour traverser un océan impitoyable vers une terre qu'ils ne connaissaient pas? Qu'est-ce qui a transformé des fermiers et des marchands en révolutionnaires prêts à défier le plus grand empire de leur époque? Comment une jeune république fragile a-t-elle survécu à une guerre civile dévastatrice pour ensuite dominer le XXe siècle? Ces questions nous mènent au cœur d'une histoire qui n'est pas seulement celle d'un pays, mais celle d'une expérience humaine unique, pleine de contradictions, de tragédies et de triomphes inattendus. Avant que le premier colon européen ne pose le pied sur ce qui deviendrait les États-Unis, ce territoire était déjà un monde complexe et vibrant. Des millions d'Amérindiens vivaient sur ces terres depuis des millénaires, organisés en centaines de nations différentes, chacune avec sa propre langue, sa culture, ses traditions. Les Iroquois avaient créé une confédération sophistiquée qui influencerait plus tard les pères fondateurs américains. Les Pueblos du sud-ouest avaient construit des villes de pierre qui rivalisaient avec celles d'Europe. Les nations des Grandes Plaines suivaient les immenses troupeaux de bisons dans des migrations saisonnières qui rythmaient leur existence depuis des générations. L'air était pur, les forêts s'étendaient à perte de vue, et les rivières coulaient libres et poissonneuses. Le continent nord-américain du XVIe siècle était un paradis naturel que les Européens ne pouvaient même pas imaginer. Les forêts de l'Est étaient si denses qu'on disait qu'un écureuil pouvait voyager du Maine à la Géorgie sans jamais toucher le sol, sautant d'arbre en arbre. Les prairies du centre étaient un océan d'herbes ondulant sous le vent, parsemé de fleurs sauvages qui changeaient de couleur avec les saisons. Contrairement aux mythes populaires, Christophe Colomb n'a jamais mis les pieds sur le territoire des futurs États-Unis. C'est Juan Ponce de León qui, en 1513, fut le premier Européen connu à explorer la Floride, cherchant la légendaire fontaine de Jouvence. Il ne trouva que des marécages infestés de moustiques, des marécages infestés de moustiques. Grièvement blessé par une flèche lors de sa seconde expédition en 1521, il mourut ensuite à la Havane. Les motivations qui poussèrent les Européens vers le Nouveau Monde étaient multiples et souvent contradictoires. La soif d'or et de richesse était omniprésente. Les Espagnols avaient retrouvé des fortunes fabuleuses au Mexique et au Pérou, et chaque nation européenne rêvait de découvrir son propre Eldorado. Mais il y avait aussi la foi religieuse, le désir de convertir les païens au christianisme, mélangé à la volonté d'échapper aux persécutions religieuses en Europe. La curiosité scientifique jouait également un rôle, cette envie de cartographier l'inconnu, de découvrir de nouvelles plantes, de nouveaux animaux, de nouvelles routes commerciales. L'établissement de Jamestown en 1607 marqua le véritable début de la colonisation anglaise permanente. Le voyage depuis l'Angleterre avait duré 4 mois. 4 mois de tempêtes, de maladies, de nourriture avariée et d'eau croupie. Quand les 104 colons débarquèrent sur les rives marécageuses de la rivière James en Virginie, ils étaient déjà affaiblis et divisés. L'endroit qu'ils choisirent pour établir leur fort était catastrophique. Un marécage infesté de moustiques porteurs de maladies, avec de l'eau saumâtre impropre à la consommation. Le craquement des arbres qu'on abattait pour construire le fort se mêlait aux cris des oiseaux tropicaux inconnus. L'odeur de la vase et des marécages était étouffante en été. Les colons, pour la plupart des gentilshommes qui n'avaient jamais travaillé de leurs mains, étaient mal préparés à la dure réalité de la vie pionnière. John Smith, un aventurier et mercenaire qui avait combattu les Turcs en Europe de l'Est, émergea comme leader. Sa règle était simple et brutale. Celui qui ne travaille pas ne mange pas.
Les premiers hivers furent terrifiants. La période de 1609 à 1610 est connue comme le temps de la famine. Sur 500 colons présents à l'automne 1609, seulement 60 étaient encore vivants au printemps suivant. Les survivants racontèrent des histoires d'horreur. Certains avaient mangé du cuir bouilli, des rats, des serpents. Il y eut même des cas documentés de cannibalisme. George Percy, un des colons, écrivit dans son journal « Rien n'était épargné pour maintenir la vie et faire ces choses qui semblent incroyables. » Mais Jamestown survécut, sauvé par un produit inattendu, le tabac. John Rolfe, qui épouserait plus tard Pocahontas, la fille du chef Powhatan, introduisit une variété de tabac des Antilles qui plaisait au palais européen. Soudain, la colonie avait quelque chose de valeur à exporter. Les champs de tabac s'étendirent rapidement le long de la rivière James. L'odeur douce et âcre des feuilles, séchant dans les granges, devint la signature olfactive de la Virginie coloniale. Pendant ce temps, à 1000 kilomètres au nord, une expérience très différente se déroulait. En 1620, le Mayflower débarqua 102 passagers sur la côte rocheuse du Massachusetts. Ces pèlerins, comme ils s'appelaient eux-mêmes, n'étaient pas venus chercher l'or, mais la liberté religieuse. Ils étaient des séparatistes, considérés comme des radicaux dangereux en Angleterre, qui voulaient créer une société basée sur leurs interprétations strictes de la Bible. Le contraste avec Jamestown était frappant. Alors que les Virginiens étaient venus en tant qu'individus cherchant la fortune, les pèlerins étaient venus en famille, avec femmes et enfants, déterminés à créer une communauté permanente. Avant même de débarquer, ils signèrent le Mayflower Compact, un document révolutionnaire qui établissait un gouvernement civil basé sur le consentement des gouvernés. C'était une idée radicale pour l'époque, une graine de démocratie plantée dans le sol du Nouveau Monde. L'hiver de la Nouvelle-Angleterre était brutal, bien plus froid que tout ce qu'ils avaient connu en Angleterre. La neige tombait en rafales aveuglantes, le vent hurlait à travers les fissures de leurs abris de fortune. La moitié des pèlerins mourut ce premier hiver. Mais au printemps, un miracle se produisit. Un Amérindien nommé Squanto, qui parlait anglais après avoir été capturé et emmené en Europe des années auparavant, apparut et leur enseigna comment cultiver le maïs, où pêcher, comment survivre dans ce nouveau monde. La relation entre les colons et les Amérindiens était complexe et changeante. Au début, il y avait souvent une coexistence méfiante, parfois même une coopération. Les Amérindiens enseignaient aux colons comment survivre, échangeaient des fourrures contre des outils métalliques et des armes à feu. Mais à mesure que les colonies grandissaient et demandaient plus de terres, les conflits devenaient inévitables. La guerre du roi, Philippe de 1675 à 1676, fut l'une des plus sanglantes de l'histoire américaine proportionnellement à la population. Metacom, que les Anglais appelaient le roi Philippe, chef des Wampanoag, mena une coalition de tribus contre les colonies de la Nouvelle-Angleterre. Des villes entières furent brûlées, des familles massacrées des deux côtés. L'odeur de la fumée et de la mort planait sur la Nouvelle-Angleterre. Quand la guerre se termina, Metacom était mort, sa tête exposée sur un piquet à Plymouth pendant 20 ans. Et le pouvoir amérindien dans la région était brisé pour toujours. Les colonies se développaient selon des modèles différents. La Virginie et les colonies du Sud devenaient des sociétés de plantation. D'immenses domaines s'étendaient le long des rivières, cultivant du tabac, du riz et plus tard du coton. Les grandes maisons de plantation, avec leurs colonnes blanches et leurs vastes vérandas, dominaient le paysage. Mais cette prospérité était construite sur une institution monstrueuse, l'esclavage. Les premiers Africains étaient arrivés à Jamestown en 1619, amenés par le capeur anglais White Lion, opérant sous lettres de marque hollandaise. Au début, leur statut était ambigu. Certains étaient des serviteurs sous contrat qui pouvaient gagner leur liberté. Mais au fil des décennies, l'esclavage racial héréditaire s'institutionnalisa. Les codes d'esclaves devenaient de plus en plus sévères.
Un esclave n'était pas considéré comme une personne, mais comme une propriété, un bien meuble qui pouvait être acheté, vendu, hérité. Les navires négriers arrivèrent régulièrement des côtes d'Afrique occidentale, leurs cales remplies d'hommes, de femmes et d'enfants enchaînés dans des conditions inhumaines. L'odeur était insupportable, un mélange de sueur, d'excréments, de maladies et de mort. Beaucoup mouraient pendant la traversée de l'Atlantique, leurs corps jetés par-dessus bord pour nourrir les requins qui suivaient les navires. Ceux qui survivaient étaient revendus aux enchères comme du bétail, les familles séparées sans pitié. Dans les colonies du Nord, une société différente émergeait. Boston devenait un centre commercial florissant. Les navires de la Nouvelle-Angleterre naviguaient vers les 4 coins du monde, transportant du bois, du poisson séché, du rhum. Les marchands Yankees étaient réputés pour leur sens aigu des affaires et leur frugalité. Les villes de la Nouvelle-Angleterre, avec leurs maisons de bois aux bardeaux gris, leurs églises aux clochers blancs pointant vers le ciel, leurs places communes où paissaient les vaches, créaient un paysage distinctif qui persiste encore aujourd'hui. L'éducation était valorisée dans le Nord dès le début. Harvard College fut fondé en 1636, seulement 16 ans après l'arrivée du Mayflower. Les puritains croyaient que chaque personne devait être capable de lire la Bible par elle-même. Des écoles publiques furent établies dans chaque ville. Cette emphase sur l'éducation créerait une tradition intellectuelle qui ferait de la Nouvelle-Angleterre le berceau de la littérature et de la pensée américaine. Entre le Nord et le Sud, les colonies du Centre développaient leur propre caractère. La Pennsylvanie, fondée par William Penn en 1682, était une expérience de tolérance religieuse. Penn, un Quaker, créa une colonie où toutes les religions étaient bienvenues. Philadelphie, la ville de l'amour fraternel, devint rapidement la plus grande ville des colonies. Un centre cosmopolite où l'on entendait parler anglais, allemand, hollandais et une douzaine d'autres langues dans les rues. New York avait une histoire unique. D'abord, colonisée par les Hollandais sous le nom de Nouvelle-Amsterdam, elle fut capturée par les Anglais en 1664. Mais l'influence hollandaise persistait dans l'architecture, les noms de lieux et l'esprit commercial de la ville. Manhattan était déjà un centre de commerce international, ses quais grouillants de marins de toutes les nations, ses tavernes remplies du bruit de négociations dans une babel de langues. Au XVIIIe siècle, les 13 colonies britanniques d'Amérique du Nord étaient devenues des sociétés sophistiquées avec leurs propres identités distinctes. Mais elles partageaient aussi des expériences communes qui les unissaient. Elles étaient toutes, à des degrés divers, des sociétés frontalières où la wilderness n'était jamais loin. Le danger des raids amérindiens, la dureté du travail de défrichage, l'isolement des fermes frontalières créaient un caractère américain distinct, indépendant, méfiant de l'autorité, prêt à prendre les armes pour défendre ce qui était sien. Les guerres coloniales entre la France et l'Angleterre façonnèrent profondément l'identité américaine. La guerre de 7 ans, connue en Amérique comme la French and Indian War, de 1754 à 1763, fut un conflit global qui se joua en partie dans les forêts d'Amérique du Nord. De jeunes Américains comme George Washington gagnèrent leur première expérience militaire combattant aux côtés des Britanniques contre les Français et leurs alliés amérindiens. La victoire britannique dans cette guerre eut des conséquences inattendues. La France perdit ses possessions nord-américaines, éliminant la menace qui avait maintenu les colonies dépendantes de la protection britannique. En même temps, la guerre avait coûté une fortune à la Grande-Bretagne, et le Parlement cherchait des moyens de faire payer aux colonies une partie des coûts de leur propre défense. Le Stamp Act de 1765 fut l'étincelle qui alluma le feu de la Révolution. Cette taxe sur tous les documents imprimés, journaux, contrats légaux, cartes à jouer, touchait directement les classes les plus articulées des colonies. Avocats, marchands, éditeurs. Les rues de Boston, New York, Philadelphie explosèrent en protestation. Des foules en colère brûlaient des effigies des collecteurs de taxes, détruisaient leurs maisons, les forçaient à fuir pour sauver leur vie. No taxation without representation
devint le cri de ralliement. Les colons argumentaient qu'ils ne pouvaient pas être taxés par un parlement où ils n'avaient pas de représentants. C'était un argument constitutionnel, mais aussi un argument sur la nature fondamentale du gouvernement légitime. Les idées des Lumières, de philosophes comme John Locke, qui parlaient de droit naturel et de contrat social, trouvaient un terrain fertile dans les colonies américaines. Les Sons of Liberty, une organisation secrète de patriotes radicaux, orchestraient la résistance. Samuel Adams à Boston, un maître de la propagande et de l'organisation politique, transformait chaque confrontation avec les autorités britanniques en symbole de tyrannie. Le Boston Massacre de 1770, où des soldats britanniques tuèrent 5 colons lors d'une confrontation, devint dans les mains d'Adams un exemple de brutalité militaire contre des civils innocents. Le Boston Tea Party de 1773 fut un acte de défi calculé. Des membres des Sons of Liberty, déguisés en Amérindiens Mohawks, montèrent à bord de 3 navires dans le port de Boston et jetèrent 342 caisses de thé dans l'eau. C'était du thé de la Compagnie des Indes orientales, valant une fortune. Le port sentait le thé pendant des jours. Les poissons, dit-on, nageaient ivres. La réponse britannique fut sévère. Les Intolerable Acts fermèrent le port de Boston, révoquèrent la charte du Massachusetts, permirent aux soldats britanniques d'être logés dans des maisons privées. C'était exactement ce qu'Adams et les radicaux voulaient. Les autres colonies, voyant ce qui était arrivé au Massachusetts, réalisèrent quelles pourraient être les prochaines. Le premier congrès continental se réunit à Philadelphie en septembre 1774. Des délégués de 12 colonies, la Géorgie s'abstint, se rassemblèrent dans Carpenter's Hall. C'était la première fois que les colonies agissaient ensemble comme une entité unifiée. Les délégués étaient un mélange fascinant. Des planteurs aristocrates de Virginie comme George Washington, des avocats brillants du Massachusetts comme John Adams, des marchands pragmatiques de New York, des Quakers pacifistes de Pennsylvanie. Les débats étaient passionnés, parfois acrimonieux. Certains, comme Joseph Galloway de Pennsylvanie, cherchaient encore la réconciliation avec la Grande-Bretagne. D'autres, comme Patrick Henry de Virginie, parlaient déjà d'indépendance. Henry déclara « Les distinctions entre Virginiens, Pennsylvaniens, New-Yorkais et habitants de la Nouvelle-Angleterre ne sont plus. Je ne suis pas un Virginien, mais un Américain. » Pendant que les politiciens débattaient, les gens ordinaires se préparaient à la guerre. Dans chaque village de la Nouvelle-Angleterre, des milices s'entraînaient sur les greens communaux. Les Minutemen du Massachusetts promettèrent d'être prêts à combattre avec une minute de préavis. Des caches d'armes et de poudre étaient constituées. Les femmes filaient et tissaient pour produire de l'étoffe maison, boycottant les produits britanniques. Les forgerons travaillaient tard dans la nuit, transformant des socs de charrue en épées. Le 19 avril 1775, la guerre commença. 700 soldats britanniques marchèrent de Boston vers Concord pour saisir un dépôt d'armes des rebelles. Paul Revere et d'autres cavaliers avaient alerté la campagne. À Lexington Green, 77 miliciens attendaient. Personne ne sait qui tira l'heure. Premier coup, le shot heard round the world, comme l'appellerait plus tard Ralph Waldo Emerson. 8 Américains furent tués. Mais à Concord, et pendant la retraite britannique vers Boston, les choses tournèrent différemment. Des centaines, puis des milliers de miliciens convergèrent sur la route. Se cachant derrière des murs de pierre, des arbres, des granges, ils harcelaient la colonne britannique. Les habits rouges, parfaits pour les batailles européennes en formation, étaient des cibles faciles. 273 soldats britanniques furent tués ou blessés ce jour-là. La puissante armée britannique pouvait être battue. Le siège de Boston commença immédiatement. Des milliers de miliciens de toute la Nouvelle-Angleterre encerclèrent la ville. La bataille de Bunker Hill, en juin, montra que les Américains pouvaient tenir tête aux réguliers britanniques dans une bataille rangée. Les Britanniques prirent la colline, mais au prix de plus de 1000 pertes, tués, blessés et disparus. Un officier britannique écrivit
Une autre victoire comme celle-ci et nous sommes perdus. George Washington arriva en juillet pour prendre le commandement de l'armée continentale. C'était un choix politique autant que militaire. Un Virginien commandant une armée principalement de la Nouvelle-Angleterre symbolisait l'unité coloniale. Washington trouva un ramassis de milices indisciplinées qu'il devait transformer en armée. Il n'avait presque pas de poudre, pas d'artillerie, pas d'uniforme. Les hommes servaient pour des périodes courtes et rentraient chez eux quand leur temps était écoulé, parfois au milieu d'une campagne. Mais Washington avait quelque chose de précieux, la détermination. Grand, imposant, toujours calme sous le feu, il inspirait confiance. Il comprenait aussi que cette guerre serait différente des guerres européennes. Il n'avait pas besoin de gagner des batailles, il avait juste besoin de maintenir son armée en vie. Tant que l'armée continentale existait, la révolution continuait. Le 4 juillet 1776, le Congrès continental adopta la déclaration d'indépendance. Thomas Jefferson, un planteur de Virginie de 33 ans, avait écrit l'essentiel du document. « Nous tenons ces vérités pour évidentes, écrivait-il, que tous les hommes sont créés égaux, qu'ils sont dotés par leur créateur de certains droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. » C'était un document révolutionnaire dans tous les sens du terme. Il ne justifiait pas seulement la Révolution américaine. Il établissait des principes universels qui inspireraient des révolutions dans le monde entier. Bien sûr, il y avait une hypocrisie massive au cœur du document. Jefferson lui-même possédait des centaines d'esclaves. Comment pouvait-il écrire que tous les hommes sont créés égaux ? Cette contradiction hanterait l'Amérique pendant des siècles. La signature de la déclaration était un acte de courage personnel immense. Chaque signataire savait qu'il signait potentiellement son arrêt de mort. Si la révolution échouait, ils seraient tous pendus pour trahison. Benjamin Franklin plaisanta sombrement. « Nous devons tous nous tenir ensemble, ou assurément nous serons tous pendus séparément. » La guerre qui suivit fut longue et brutale. Washington perdit bataille après bataille. New York tomba aux Britanniques en 1776. L'armée continentale se retira à travers le New Jersey, se désintégrant. Thomas Paine écrivit « Ce sont les temps qui éprouvent les âmes des hommes. » L'hiver 1776 semblait être la fin. Mais la nuit de Noël, Washington fit quelque chose de désespéré et de brillant. Il traversa la rivière Delaware gelée avec 2400 hommes et attaqua les mercenaires essois à Trenton au lever du jour. La bataille fut courte et décisive. Les Essois, surpris et probablement encore ivres de leur célébration de Noël, se rendirent. C'était une petite victoire militairement, mais psychologiquement énorme. La Révolution était encore vivante. L'année 1777 apporta un tournant. Le général britannique John Burgoyne mena une armée du Canada vers le sud, planifiant de couper la Nouvelle-Angleterre du reste des colonies. Mais à Saratoga, New York, il fut encerclé par les forces américaines et forcé de se rendre. C'était la première fois qu'une armée britannique entière se rendait, et cela choqua le monde. Plus important encore, Saratoga convainquit la France d'entrer dans la guerre du côté américain. La France, brûlant encore de sa défaite dans la guerre de 7 ans, vit une chance de revanche contre la Grande-Bretagne. L'argent français, les armes françaises et surtout la marine française transformèrent une rébellion coloniale en guerre mondiale. L'hiver 1777 à 1778 à Valley Forge reste gravé dans la mémoire américaine comme un moment de souffrance et de persévérance. L'armée de Washington, campée dans les collines enneigées de Pennsylvanie, manquait de tout. Nourriture, vêtements, chaussures. Les hommes laissaient des traces de sang dans la neige en marchant. Des milliers moururent de maladies et d'expositions. Mais Valley Forge fut aussi où l'armée continentale devint une vraie armée. Le baron von Steuben, un officier prussien, drilla les troupes américaines dans les tactiques militaires européennes. Pour la première fois, l'armée continentale pouvait manœuvrer et combattre comme une force professionnelle. Les hommes qui survécurent à Valley Forge étaient endurcis, disciplinés,
et totalement dévoué à Washington et à la cause. La guerre se déplaça vers le sud après 1778. Les Britanniques, frustrés par leur incapacité à soumettre le Nord, tournèrent leur attention vers les colonies du Sud, où ils espéraient que la grande population loyaliste et esclave les aiderait. Savannah tomba en 1778, Charleston en 1780. Il semblait que le Sud pourrait être perdu. Mais la guerre dans le Sud devint vicieuse et personnelle. C'était autant une guerre civile qu'une révolution. Voisins contre voisins, famille contre famille. Des bandes de partisans des deux côtés terrorisaient la campagne. Francis Marion, le Swamp Fox, menait des raids de guérilla contre les Britanniques depuis les marais de Caroline du Sud. Les représailles britanniques étaient brutales. Des fermes étaient brûlées, du bétail abattu, des civils pendus. Nathanael Greene, commandant américain dans le Sud, mena une campagne brillante de 1780 à 1781. Comme Washington, il comprenait qu'il n'avait pas besoin de gagner des batailles, juste de maintenir son armée intacte. Il attira le général britannique Cornwallis dans une poursuite épuisante à travers les Carolines. Même quand Greene perdait des batailles tactiquement, il gagnait stratégiquement, affaiblissant et épuisant l'armée britannique. Cornwallis, épuisé et ayant besoin de ravitaillement, se retira vers Yorktown en Virginie à l'été 1781. C'était une erreur fatale. Washington et son allié français Rochambeau virent une opportunité. Ils marchèrent rapidement vers le sud depuis New York, tandis que la flotte française sous l'amiral de Grasse naviguait depuis les Caraïbes. Pour une fois, tous les éléments s'alignèrent parfaitement. Le siège de Yorktown en octobre 1781 fut le climax de la guerre. L'armée franco-américaine, 2 fois plus nombreuse que les Britanniques, resserra méthodiquement le nœud. L'artillerie française et américaine pilonnait les positions britanniques jour et nuit. La flotte française bloquait toute évasion par mer. Le 19 octobre, Cornwallis se rendit. Selon la légende, le groupe britannique joua « The World Turned Upside Down » pendant que leurs troupes déposèrent les armes. Quand la nouvelle de Yorktown atteignit Londres, le Premier ministre Lord North s'écria « Oh Dieu, c'est fini !» Il avait raison. Bien que la guerre traînât encore 2 ans, Yorktown avait brisé la volonté britannique de continuer. Le traité de Paris, en 1783, reconnut l'indépendance américaine et accorda aux nouveaux États-Unis un territoire s'étendant jusque Mississippi. Les défis auxquels faisait face la nouvelle nation étaient immenses. Les articles de la Confédération, la première constitution américaine, créaient un gouvernement central si faible qu'il pouvait à peine fonctionner. Le Congrès ne pouvait pas lever d'impôts, seulement demander de l'argent aux États qui ignoraient généralement les demandes. Il n'y avait pas d'exécutif, pas de système judiciaire national. Chaque État agissait comme un pays indépendant, imposant des tarifs sur les marchandises des autres États, imprimant sa propre monnaie. La rébellion de Shays, en 1786 à 1787 dans le Massachusetts occidental, montra à quel point la situation était précaire. Des fermiers endettés, beaucoup d'anciens soldats de la Révolution qui n'avaient jamais été payés, prirent les armes contre le gouvernement de l'État. Ils fermèrent des tribunaux pour empêcher les saisies de fermes. L'armée nationale était trop faible pour répondre. Le Massachusetts dut lever sa propre force pour supprimer la rébellion. La peur du chaos poussa les leaders américains à agir. En mai 1787, des délégués de tous les États, sauf Rhode Island, se réunirent à Philadelphie pour réviser les articles de la Confédération. Au lieu de cela, ils jetèrent les articles et écrivirent une constitution entièrement nouvelle. Les délibérations furent secrètes, les fenêtres de Independence Hall clouées fermées malgré la chaleur étouffante de l'été de Philadelphie. Les débats étaient intenses et parfois amers. Les grands États voulaient une représentation basée sur la population. Les petits États voulaient une représentation égale. Le Nord et le Sud se disputaient sur la façon de compter les esclaves pour la représentation. Les fédéralistes voulaient un gouvernement central fort.
Les antifédéralistes craignaient la tyrannie. Le document qui émergea était plein de compromis. Le Grand Compromis créa un congrès bicaméral, avec une représentation proportionnelle dans la Chambre et une représentation égale dans le Sénat. Le compromis des 3/5 compta les esclaves comme 3/5 d'une personne pour la représentation et la taxation. Une formule moralement répugnante qui néanmoins permit à la Convention de continuer. La Constitution créait un système de freins et contrepoids unique au monde. 3 branches du gouvernement, législative, exécutive, judiciaire, chacune avec le pouvoir de limiter les autres. C'était un système conçu pour empêcher la tyrannie en rendant difficile pour quiconque d'accumuler trop de pouvoir. Mais c'était aussi un système qui rendait le changement lent et difficile. Une caractéristique qui serait à la fois une force et une faiblesse dans l'histoire américaine. La ratification de la Constitution ne fut pas garantie. Les débats dans chaque État étaient féroces. Les Federalist Papers, écrits par Alexander Hamilton, James Madison et John Jay, argumentaient brillamment pour la ratification. Les antifédéralistes, menés par des figures comme Patrick Henry et George Mason, craignaient que la Constitution créerait un gouvernement central trop puissant qui détruirait les libertés pour lesquelles ils avaient combattu. Le compromis qui assura la ratification fut la promesse d'un Bill of Rights, les 10 premiers amendements qui garantiraient les libertés individuelles contre l'empiètement du gouvernement. La liberté de parole, de religion, de presse, le droit de porter des armes, la protection contre les perquisitions déraisonnables, le droit à un procès équitable, ces garanties convainquirent suffisamment d'Américains que la Constitution pouvait être approuvée en toute sécurité. George Washington fut élu unanimement comme premier président en 1789. Sa présidence établit des précédents cruciaux. Il créa un cabinet de conseillers, établit la neutralité dans les conflits étrangers et, plus important encore, se retira volontairement après 2 mandats, établissant une tradition qui durerait jusqu'à Franklin Roosevelt. Mais même sous Washington, les divisions politiques émergèrent. Alexander Hamilton, secrétaire au Trésor, envisageait une Amérique commerciale et industrielle, avec une banque nationale forte et des liens étroits avec la Grande-Bretagne. Thomas Jefferson, secrétaire d'État, envisageait une république agraire de petits fermiers, sympathique à la France révolutionnaire et méfiante du pouvoir central. Ces visions concurrentes cristallisèrent dans les premiers partis politiques américains, les fédéralistes de Hamilton et les républicains démocrates de Jefferson. Les pères fondateurs avaient espéré éviter les partis politiques, les considérant comme des factions dangereuses. Mais les partis émergèrent naturellement des désaccords profonds sur ce que l'Amérique devrait être. L'élection de 1800, qui amena Jefferson au pouvoir, fut appelée la Révolution de 1800, bien qu'elle fût remarquablement pacifique. Pour la première fois dans l'histoire moderne, le pouvoir fut transféré d'un parti à un autre par une élection plutôt que par la force. John Adams, le président fédéraliste sortant, quitta tranquillement ses fonctions, même si lui et son parti croyaient que Jefferson était dangereux. La présidence de Jefferson fut marquée par une contradiction massive. L'homme qui avait argumenté pour un gouvernement limité et une interprétation stricte de la Constitution fit le Louisiana Purchase en 1803, doublant la taille des États-Unis d'un trait de plume. Napoléon, ayant besoin d'argent pour ses guerres européennes, vendit l'immense territoire de la Louisiane pour 15 millions de dollars. Jefferson savait qu'il n'avait pas l'autorité constitutionnelle pour faire cet achat, mais l'opportunité était trop belle pour la laisser passer. L'expédition de Lewis et Clark de 1804 à 1806 explora ce nouveau territoire, voyageant jusqu'à l'océan Pacifique. Leur voyage captura l'imagination américaine. Les descriptions de vastes plaines, de montagnes imposantes, d'animaux étranges comme le grizzly et le bison, de tribus amérindiennes aux cultures complexes, élargirent la vision de ce que l'Amérique pourrait être. La guerre de 1812 fut souvent appelée la Seconde Guerre d'indépendance. Les causes étaient les complexes. L'impression britannique de marins américains, les restrictions commerciales britanniques, le désir américain de conquérir le Canada, les War Hawks, de jeunes congressistes comme Henry Clay
et John Calhoun poussaient pour la guerre, croyant que l'Amérique devait affirmer sa place dans le monde. La guerre fut presque un désastre. L'invasion américaine du Canada échoua misérablement. Les Britanniques brûlèrent Washington, D.C. en 1814, forçant le président Madison et son gouvernement à fuir. Dolley Madison sauva courageusement le portrait de George Washington de la Maison-Blanche en flammes. Mais la victoire d'Andrew Jackson à la Nouvelle-Orléans en janvier 1815, bien qu'elle se soit produite après la signature du traité de paix, donna aux Américains le sentiment qu'ils avaient gagné la guerre. L'ère qui suivit, la guerre de 1812, fut appelée l'Era of Good Feelings. Mais sous la surface, des tensions bouillonnaient. La question de l'esclavage devenait de plus en plus contentieuse. Le compromis du Missouri de 1820, qui admit le Missouri comme État esclavagiste et le Maine comme État libre, maintenant l'équilibre au Sénat, n'était qu'une solution temporaire. Thomas Jefferson, vieillissant à Monticello, l'appela une cloche de feu dans la nuit qui annonçait la fin de l'Union. La doctrine Monroe de 1823 déclarait que les Amériques étaient fermées à la colonisation européenne future. C'était une déclaration audacieuse pour une nation qui avait à peine une marine. Mais elle établissait le principe que les États-Unis se considéraient comme l'hégémon de l'hémisphère occidental. Un principe qui façonnerait la politique étrangère américaine pour les siècles à venir. L'élection d'Andrew Jackson, en 1828, marqua une nouvelle ère dans la politique américaine. Jackson était le premier président qui n'était pas de l'élite coloniale établie. Né dans la pauvreté sur la frontière de Caroline, orphelin à 14 ans, il s'était fait lui-même par la force de sa volonté et la violence de son tempérament. Sa victoire représentait le triomphe de la démocratie populaire sur l'élitisme. La présidence de Jackson fut transformatrice et controversée. Il démocratisa la politique, ouvrant les positions gouvernementales aux hommes ordinaires plutôt qu'aux élites éduquées. Mais sa démocratie était limitée aux hommes blancs. Sa politique envers les Amérindiens fut génocidaire. L'Indian Removal Act de 1830 força des dizaines de milliers d'Amérindiens de leurs terres ancestrales dans le sud-est vers le territoire indien, maintenant l'Oklahoma. Le Trail of Tears de 1838 à 1839 fut l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire américaine. Les Cherokees, qui avaient adopté de nombreux aspects de la civilisation européenne, incluant une constitution écrite et un alphabet, furent forcés de marcher 1600 km en hiver. Un quart des 16 000 Cherokees moururent en route de maladie, d'exposition et de famine. Un soldat qui participa à la déportation écrivit plus tard « Je me suis battu dans la guerre civile et j'ai vu des hommes abattus par milliers, mais le Trail of Tears fut la chose la plus cruelle que j'ai jamais vue. » Les années 1830 et 40 virent une explosion d'énergie réformatrice. Le second grand réveil, un mouvement religieux revivaliste, balaya le pays. Les réunions de camps attiraient des milliers de personnes qui venaient entendre des prêcheurs charismatiques promettre le salut. Ce réveil religieux alimenta des douzaines de mouvements de réforme. Tempérance, éducation, droits des femmes et surtout, abolition. Le mouvement abolitionniste transforma l'esclavage d'une question politique en une question morale. William Lloyd Garrison publia The Liberator, demandant l'émancipation immédiate. Frederick Douglass, un esclave échappé, devint l'un des orateurs les plus éloquents d'Amérique, utilisant sa propre histoire pour exposer l'horreur de l'esclavage. Harriet Tubman risqua sa vie encore et encore pour conduire des esclaves vers la liberté sur l'Underground Railroad. Le mouvement pour les droits des femmes émergea du mouvement abolitionniste. La convention de Seneca Falls, en 1848, organisée par Elizabeth Cady Stanton et Lucretia Mott, produisit une déclaration des sentiments calquée sur la déclaration d'indépendance. Nous tenons ces vérités pour évidentes, que tous les hommes et femmes sont créés égaux. Mais c'était l'expansion vers l'ouest qui définissait l'Amérique du milieu du XIXe siècle. Manifeste Destiny. L'idée que l'Amérique était destinée à s'étendre d'un océan à l'autre devint une idéologie nationale. Le Texas fut annexé en 1845, menant à la guerre avec le Mexique
de 1846 à 1848. La victoire américaine apporta un vaste territoire incluant la Californie, le Nevada, l'Utah, l'Arizona et le Nouveau-Mexique. La découverte d'or en Californie en 1848 déclencha la plus grande migration de l'histoire américaine. En un an, San Francisco passa d'un village à une ville de 25 000 habitants. Les 49ers vinrent du monde entier. Yankees de Nouvelle-Angleterre, fermiers du Midwest, Chinois de Canton, Chiliens, Australiens, Français. Les champs aurifères étaient un creuset chaotique de nationalités, langues et cultures. Mais chaque nouvelle acquisition de territoire soulevait la question : esclave ou libre ? Le compromis de 1850, qui admettait la Californie comme État libre mais permettait l'esclavage dans les autres territoires mexicains, n'était qu'un autre pansement sur une blessure qui s'infectait. Le Kansas-Nebraska Act de 1854, qui permettait aux territoires de décider eux-mêmes sur l'esclavage, mena à Bleeding Kansas, où des pro-esclavagistes et des Free Soilers se battaient dans une guerre civile miniature. La décision Dred Scott de la Cour suprême en 1857 déclara que les Noirs, libres ou esclaves, ne pouvaient pas être citoyens américains et que le Congrès ne pouvait pas interdire l'esclavage dans les territoires. Cette décision radicalisa le Nord et convainquit beaucoup que l'esclavage ne pouvait pas être contenu, mais devait être détruit. L'élection d'Abraham Lincoln en 1860 fut la goutte d'eau. Lincoln, un avocat de l'Illinois relativement obscur, avait gagné la nomination républicaine et ensuite la présidence sur une plateforme d'arrêt de l'expansion de l'esclavage. Il n'avait pas promis d'abolir l'esclavage où il existait, mais le Sud ne croyait pas à ses assurances. La Caroline du Sud fit sécession en décembre 1860, suivie par 6 autres États du Sud profond. La guerre civile américaine commença le 12 avril 1861 quand les forces confédérées tirèrent sur Fort Sumter dans le port de Charleston. Lincoln appela 75 000 volontaires pour supprimer la rébellion, ce qui poussa 4 États du Haut-Sud, Virginie, Arkansas, Tennessee, Caroline du Nord, à rejoindre la Confédération. Ce qui avait commencé comme une dispute sur l'autorité constitutionnelle était devenu une guerre pour la survie de la nation. Les deux côtés pensaient que la guerre serait courte. Les foules à Richmond et Washington célébraient, les jeunes hommes se précipitant pour s'enrôler avant que la gloire ne leur échappe. La première bataille de Bull Run en juillet 1861 brisa ces illusions. Les spectateurs de Washington, qui étaient venus pique-niquer et regarder la bataille, fuirent en panique quand l'armée de l'Union fut mise en déroute. Ce serait une guerre longue et sanglante. La guerre civile fut la première guerre industrielle moderne. Les chemins de fer transportaient des troupes et des fournitures. Le télégraphe permettait une communication instantanée. Les navires de guerre blindés rendirent les marines en bois obsolètes. Les fusils rayés et les balles miniées rendaient les charges frontales suicidaires. Mais les généraux formés aux tactiques napoléoniennes continuaient à les ordonner. Le résultat fut un carnage à une échelle que l'Amérique n'avait jamais vue. Les noms des batailles résonnent encore. Shiloh, où les pertes américaines, tués, blessés et disparus. En 2 jours, dépassèrent celles de toutes les guerres américaines précédentes réunies. Antietam, le jour le plus sanglant de l'histoire américaine, avec 23 000 pertes, tués, blessés et disparus. Gettysburg, où l'armée de Lee fut brisée dans 3 jours de combats désespérés. Cold Harbor, où 7 000 soldats de l'Union tombèrent en 21 minutes. Mais la guerre civile fut aussi une révolution sociale. La proclamation d'émancipation de Lincoln le 1er janvier 1863 transforma la guerre d'une lutte pour préserver l'Union en une croisade pour la liberté humaine. Près de 200 000 Noirs servirent dans l'armée de l'Union, combattant pour leur propre liberté. Une fois que le homme noir aura sur sa personne les lettres de cuivre US, dit Frederick Douglass, un mousquet sur l'épaule et des balles dans la poche, aucun pouvoir sur terre ne peut nier qu'il a gagné le droit à la citoyenneté. Le Sud combattit avec une détermination désespérée. Surpassé en nombre et en ressources, il comptait sur de meilleurs généraux.
et la volonté de se battre pour ses foyers. Robert E. Lee devint une figure légendaire, gagnant victoire après victoire contre des forces supérieures. Mais le Sud ne pouvait pas remplacer ses pertes. Chaque bataille gagnée l'affaiblissait. Le blocus de l'Union étranglait son économie. À la fin, des soldats confédérés se battaient, pieds nus, affamés, en haillons. La marche de Sherman à travers la Géorgie en 1864 apporta la guerre totale au cœur du Sud. Son armée coupa une bande de destruction de 80 km de large d'Atlanta à la mer, détruisant les chemins de fer, brûlant les plantations, libérant les esclaves. La guerre est l'enfer, dit Sherman, et il était déterminé à faire comprendre cette vérité au Sud. Le 9 avril 1865, Lee se rendit à Grant à Appomattox Courthouse. Les termes étaient généreux. Les soldats confédérés pouvaient rentrer chez eux avec leurs chevaux pour les semis de printemps. Il n'y aurait pas de procès pour trahison, pas d'exécution massive. Grant savait que la réconciliation, pas la vengeance, était nécessaire pour guérir la nation. Mais 5 jours plus tard, John Wilkes Booth assassina Lincoln au Ford's Theatre. Le président qui avait mené la nation à travers sa plus grande épreuve ne vivrait pas pour voir la paix. Son successeur, Andrew Johnson, manquait de la sagesse et de l'autorité morale de Lincoln. La reconstruction qui suivit serait presque aussi divisive que la guerre elle-même. La reconstruction de 1865 à 1877 fut une expérience remarquable de démocratie multiraciale. Les 13e, 14e et 15e amendements abolirent l'esclavage, garantirent la citoyenneté et le droit de vote aux anciens esclaves. Pour la première fois, des Noirs servirent au Congrès, dans les législatures d'État, comme juges et shérifs. Des écoles pour les affranchis furent établies à travers le Sud. Il sembla brièvement que l'Amérique pourrait vraiment devenir une nation où tous les hommes étaient créés égaux. Mais la réaction blanche fut féroce. Le Ku Klux Klan et d'autres groupes terroristes utilisaient la violence pour empêcher les Noirs de voter et d'exercer leurs droits. Le gouvernement fédéral, fatigué de la guerre et de l'occupation militaire du Sud, perdit graduellement la volonté d'imposer la reconstruction. Le compromis de 1877, qui résolvait l'élection présidentielle contestée en retirant les troupes fédérales du Sud, marqua la fin de la reconstruction et le début de Jim Crow. Pendant ce temps, l'Ouest était transformé. Le Homestead Act de 1862 offrait 160 acres de terre gratuite à quiconque la cultiverait pendant 5 ans. Des millions d'Américains et d'immigrants affluèrent dans les grandes plaines, transformant la prairie en ferme et ranch. Les chemins de fer transcontinentaux, complétés en 1869, liaient l'Est et l'Ouest, rendant possible le transport de marchandises et de personnes à travers le continent en jours plutôt qu'en mois. Mais cette expansion se faisait aux dépens des Amérindiens. Les guerres indiennes des années 1860 et 70 furent les derniers spasmes de résistance. La bataille de Little Bighorn en 1876, où Sitting Bull et Crazy Horse anéantirent le commandement de George Custer, fut la dernière grande victoire amérindienne. Wounded Knee en 1890, où l'armée américaine massacra 300 Lakota, principalement des femmes et des enfants, marqua la fin de la résistance armée. L'âge doré de la fin du XIXe siècle vit l'Amérique se transformer d'une nation agricole en puissance industrielle. Des hommes comme Andrew Carnegie dans l'acier, John D. Rockefeller dans le pétrole, J.P. Morgan dans la finance, construisirent des empires commerciaux vastes. Les villes explosèrent en taille. Chicago, qui avait 1000 habitants en 1840, en avait 1 million en 1890. Les gratte-ciels commencèrent à s'élever, défiant la gravité avec des cadres d'acier et des ascenseurs électriques. Les conditions de travail dans les usines et les mines étaient souvent horribles. Des enfants de 8 ans travaillaient 12 heures par jour dans des usines textiles. Des mineurs mouraient par milliers dans des accidents et de maladies pulmonaires. Quand les travailleurs essayaient d'organiser des syndicats, ils faisaient face à la violence des compagnies et du gouvernement. La grève de Haymarket de 1886, la grève de Homestead
de 1892, la grève Pullman de 1894, toutes se terminèrent dans le sang. Mais l'ère progressiste du début du XXe siècle apporta des réformes. Theodore Roosevelt, qui devint président après l'assassinat de McKinley en 1901, attaqua les trusts monopolistiques, créa des parcs nationaux, réglementa la nourriture et les médicaments. Les muckrakers, comme Upton Sinclair, exposèrent les conditions dans les usines de conditionnement de viande et autres industries. Les femmes menèrent des croisades pour le suffrage, la prohibition, le travail des enfants. L'Amérique émergeait aussi comme puissance mondiale. La guerre hispano-américaine de 1898, déclenchée par l'explosion mystérieuse de l'USS Maine dans le port de la Havane, résulta dans l'acquisition de Porto Rico, Guam et les Philippines. Soudainement, l'Amérique avait un empire d'outre-mer. Theodore Roosevelt envoya la Great White Fleet autour du monde en 1907 pour démontrer la puissance navale américaine. Le canal de Panama, complété en 1914, cimenta la domination américaine sur l'hémisphère occidental. Quand la Première Guerre mondiale éclata en Europe en 1914, l'Amérique resta initialement neutre, mais les attaques de sous-marins allemands sur les navires américains et le télégramme Zimmermann proposant une alliance germano-mexicaine contre les États-Unis poussèrent Wilson à demander une déclaration de guerre en avril 1917. « Le monde doit être rendu sûr pour la démocratie », déclara-t-il. L'arrivée de 2 millions de soldats américains en France renversa la balance de la guerre. À la conférence de paix de Versailles, Wilson proposa ses 14 points et la Société des Nations. Mais le Sénat américain rejeta le traité et l'Amérique se retira dans l'isolationnisme. Le rêve wilsonien d'un ordre mondial libéral devrait attendre une autre guerre. Les années 1920 rugissaient avec prospérité et changement culturel. La prohibition, censée créer une société plus morale, créa au contraire le crime organisé. Le jazz, né à la Nouvelle-Orléans, devint la bande sonore de l'époque. Les femmes obtinrent le vote avec le 19e amendement en 1920. La production de masse rendit les automobiles, radios et autres biens de consommation disponibles aux Américains ordinaires. Il semblait que la prospérité ne finirait jamais. Puis vint le krach de Wall Street d'octobre 1929. En quelques jours, des fortunes furent anéanties. Les banques faillirent par milliers. Le chômage atteignit 25%. Des lignes de pain s'étendaient sur des blocs. Des fermiers regardaient leurs terres saisies. Les Hooverville, bidonvilles nommés sarcastiquement d'après le président Herbert Hoover, apparurent dans chaque ville. Franklin Delano Roosevelt, élu en 1932, promit un New Deal pour le peuple américain. Dans ses premiers 100 jours, il poussa à travers le Congrès une législation révolutionnaire. Aide aux banques, emploi public, soutien aux fermiers, sécurité sociale. La seule chose que nous devons craindre, dit-il dans son discours inaugural, est la peur elle-même. Le New Deal transforma le rôle du gouvernement fédéral dans la vie américaine. Pour la première fois, le gouvernement prit la responsabilité du bien-être économique de ses citoyens. La Social Security, le salaire minimum, le droit de former des syndicats, ces programmes créèrent un filet de sécurité qui n'avait jamais existé auparavant. Mais c'est la Seconde Guerre mondiale qui mit fin à la dépression et transforma l'Amérique en superpuissance. Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, choqua l'Amérique hors de son isolationnisme. Une date qui vivra dans l'infamie. L'appela Roosevelt. En 4 ans, l'Amérique mobilisa 16 millions de soldats, produisit 300 000 avions, construisit la plus grande marine que le monde ait jamais vue. Le front intérieur fut transformé. Les femmes entrèrent dans les usines par millions, prouvant qu'elles pouvaient faire n'importe quel travail d'homme. Les Afro-Américains migrèrent du sud vers les villes du nord pour des emplois de guerre, commençant un changement démographique qui transformerait la politique américaine. Les Américains japonais, tragiquement, furent internés dans des camps de concentration, une tache sur le record américain des droits civiques. Le jour J, le 6 juin 1944,
les forces américaines et alliées envahirent la Normandie, commençant la libération de l'Europe occidentale. Dans le Pacifique, les marines sautaient d'île en île vers le Japon dans certains des combats les plus brutaux de la guerre. Les noms Guadalcanal, Iwo Jima, Okinawa sont gravés dans la mémoire américaine. La décision de larguer des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki en août 1945 reste controversée. Truman argumentait que cela sauva des millions de vies en évitant une invasion du Japon. Les critiques disent que le Japon était prêt à se rendre de toute façon. Quoi qu'il en soit, l'Amérique était maintenant la seule puissance nucléaire du monde. La guerre froide commença presque immédiatement. L'alliance de guerre avec l'Union soviétique se transforma en rivalité alors que Staline imposait des régimes communistes en Europe de l'Est. La doctrine Truman, le plan Marshall, l'OTAN, l'Amérique construisit une architecture de confinement pour empêcher l'expansion soviétique. Quand les soviétiques obtinrent la bombe en 1949, le monde entra dans l'ère de la terreur nucléaire. La guerre de Corée, de 1950 à 1953, fut le premier conflit chaud de la guerre froide. Quand la Corée du Nord envahit le Sud, Truman envoya des troupes américaines sous la bannière des Nations Unies. Le général MacArthur poussa jusqu'à la frontière chinoise, provoquant l'intervention chinoise massive. La guerre se termina en impasse, avec la Corée divisée au 38e parallèle, où elle reste aujourd'hui. À la maison, les années 1950 furent une époque de conformité et de prospérité. Les banlieues s'étendaient à travers le paysage. La télévision devint le centre du foyer américain. L'Interstate Highway System, commencé en 1956, transforma la géographie américaine. Mais sous la surface de tranquillité, des forces de changement bouillonnaient. Le mouvement des droits civiques explosa dans la conscience nationale avec le boycott des bus de Montgomery en 1955. Rosa Parks, refusant de céder son siège, devint le symbole de la résistance à Jim Crow. Martin Luther King Jr., un jeune pasteur de 26 ans, émergea comme le leader du mouvement. Sa philosophie de résistance non violente, inspirée par Gandhi, offrait une voix morale élevée qui exposa la brutalité de la ségrégation. Little Rock, en 1957, où le président Eisenhower dut envoyer des troupes fédérales pour escorter 9 étudiants noirs dans Central High School. Les sit-ins de 1960, où des étudiants noirs s'asseyaient calmement au comptoir de lunch ségrégué jusqu'à être arrêtés ou battus. Les Freedom Rides de 1961, où des activistes interraciaux prenaient des bus à travers le Sud, affrontant des foules violentes. Chaque confrontation, capturée à la télévision, tournait plus d'Américains contre la ségrégation. John F. Kennedy, jeune et charismatique, promit en 1960 de faire bouger l'Amérique à nouveau. Sa présidence fut brève mais conséquente. La crise des missiles de Cuba en octobre 1962 amena le monde au bord de la guerre nucléaire. Le programme spatial, accéléré après que les Soviétiques aient lancé Spoutnik, visait à mettre un Américain sur la Lune. Le Peace Corps envoya de jeunes Américains dans le monde pour promouvoir le développement et la compréhension. L'assassinat de Kennedy, le 22 novembre 1963 à Dallas, choqua la nation. Lyndon Johnson, qui lui succéda, poussa à travers le Civil Rights Act de 1964 et le Voting Rights Act de 1965, mettant fin à la ségrégation légale. Sa Great Society étendit le New Deal avec Medicare, Medicaid, aide fédérale à l'éducation et la guerre contre la pauvreté. Mais le Vietnam détruisit la présidence de Johnson et divisa l'Amérique. Ce qui avait commencé comme des conseillers militaires sous Eisenhower escalada en guerre majeure sous Johnson. En 1968, un demi-million de troupes américaines combattaient dans les jungles du sud-est asiatique. L'offensive du Tet cette année-là, bien qu'une défaite militaire pour les Nord-Vietnamiens, fut une victoire psychologique qui tourna l'opinion publique américaine contre la guerre. Les années 1960 furent une décennie de rébellion et de changement. Le mouvement contre la guerre, le mouvement des femmes, le mouvement environnemental,
la contre-culture. Tous défiaient l'Amérique traditionnelle. Woodstock, en 1969, symbolisa l'esprit de l'époque. 400 000 jeunes célébrant la paix, l'amour et la musique rock. Richard Nixon, élu en 1968 sur une promesse de loi et ordre, approfondit paradoxalement les divisions américaines. Sa stratégie sudiste courtisait les Blancs du Sud aliénés par les droits civiques. L'invasion du Cambodge en 1970 déclencha des protestations massives sur les campus. À Kent State, la garde nationale tira sur des étudiants protestataires, tuant 4. L'Amérique semblait se déchirer. Mais Nixon était aussi un pragmatiste. Il ouvrit des relations avec la Chine communiste en 1972, jouant la carte chinoise contre l'Union soviétique. Il négocia la détente avec les soviétiques, ralentissant la course aux armements. Il créa l'Environmental Protection Agency et signa le Clean Air Act. Il termina finalement la guerre du Vietnam, bien que cela prit 4 ans et coûta 20 000 vies américaines supplémentaires. Le scandale du Watergate détruisit Nixon. Ce qui commença comme un cambriolage de troisième ordre au siège du Parti démocrate en juin 1972 se transforma en crise constitutionnelle. Les enregistrements secrets de Nixon révélèrent qu'il avait orchestré une dissimulation. Face à une destitution certaine, il démissionna le 9 août 1974, le seul président américain à le faire. Le système avait fonctionné, mais la confiance dans le gouvernement était brisée. Les années 1970 furent une décennie de malaise. La stagflation, inflation élevée combinée avec un chômage élevé, défiait la sagesse économique conventionnelle. La crise pétrolière de 1973, quand l'OPEP quadrupla les prix en réponse au soutien américain à Israël dans la guerre du Yom Kippour, révéla la vulnérabilité américaine. Les files d'attente aux stations-service devinrent un symbole du déclin américain. La crise des otages en Iran de 1979 à 1981, où 52 Américains furent détenus pendant 444 jours, humilia l'Amérique. Le sauvetage militaire raté, avec des hélicoptères s'écrasant dans le désert iranien, sembla symboliser l'impuissance américaine. Jimmy Carter, homme décent mais président inefficace, fut balayé par Ronald Reagan en 1980. Reagan promit de restaurer la grandeur américaine, et son optimisme ensoleillé résonna avec un pays fatigué du doute de soi. C'est à nouveau le matin en Amérique, proclamait sa campagne de réélection de 1984. Il coupa les impôts, déréglementa l'industrie et lança une accumulation militaire massive. Les Reaganomics créèrent de la croissance, mais aussi des déficits massifs et une inégalité croissante. En politique étrangère, Reagan confronta l'Union soviétique avec une rhétorique dure, l'appelant un empire du mal. Mais il trouva aussi en Mikhaïl Gorbatchev un partenaire pour la paix. Leur sommet à Reykjavik en 1986 faillit éliminer toutes les armes nucléaires. Le discours de Reagan à Berlin en 1987, « Monsieur Gorbatchev, abattez ce mur », devint prophétique quand le mur tomba 2 ans plus tard. La chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, et l'effondrement subséquent de l'Union soviétique laissèrent l'Amérique comme la seule superpuissance mondiale. Francis Fukuyama proclama la fin de l'histoire, argumentant que la démocratie libérale avait triomphé de manière permanente. Cette hubris serait bientôt testée. La guerre du Golfe de 1991, où une coalition menée par les États-Unis expulsa l'Irak du Koweït, sembla inaugurer un nouvel ordre mondial avec l'Amérique comme gendarme bienveillant. La victoire rapide, avec peu de pertes américaines, exorcisa le fantôme du Vietnam. Mais la décision de ne pas renverser Saddam Hussein entrait l'Amérique une décennie plus tard. Les années 1990 sous Bill Clinton furent une époque de prospérité et de transformation technologique. L'Internet, développé à l'origine comme projet militaire, devint un phénomène de masse. La bulle .com créa et détruisit des fortunes du jour au lendemain. L'économie connut la plus longue expansion de l'histoire américaine.
Le budget fédéral affichait un excédent pour la première fois en décennies. Mais les années Clinton furent aussi marquées par une polarisation politique croissante. Le scandale Monica Lewinsky mena à la destitution de Clinton par la Chambre en 1998, bien qu'il fût acquitté par le Sénat. Les guerres culturelles sur l'avortement, les droits des homosexuels et le rôle de la religion dans la vie publique divisèrent l'Amérique en camps rouges et bleus. Le 11 septembre 2001 changea tout. Les attaques terroristes sur le World Trade Center et le Pentagone tuèrent près de 3000 Américains et brisèrent le sentiment d'invulnérabilité de l'Amérique. Les images des tours jumelles s'effondrant, des gens sautant des fenêtres, du nuage de poussière, engloutissant Manhattan, sont gravées dans la conscience américaine. La réponse de George W. Bush fut de déclarer une guerre globale contre le terrorisme. L'Afghanistan fut envahi en octobre 2001 pour renverser les talibans qui abritaient Al-Qaïda. L'Irak fut envahi en mars 2003 sous le prétexte d'armes de destruction massive qui ne furent jamais trouvées. Ces guerres dureraient plus longtemps que n'importe quel conflit dans l'histoire américaine, coûtant des milliers de milliards de dollars et des milliers de vies américaines. L'ouragan Katrina, en août 2005, exposa les inégalités profondes de l'Amérique. Quand les digues se rompirent à la Nouvelle-Orléans, les pauvres et les noirs furent laissés abandonnés pendant des jours sans nourriture, eau ou secours. Les images d'Américains mourant dans un stade de football choquèrent le monde. La réponse gouvernementale incompétente brisa l'approbation de Bush. La crise financière de 2008 fut la pire depuis la Grande Dépression. L'effondrement du marché immobilier, causé par des prêts subprimes et des instruments financiers complexes que personne ne comprenait vraiment, faillit faire tomber le système financier global. Les grandes banques furent renflouées, tandis que des millions d'Américains perdaient leur maison. La colère contre Wall Street alimenterait la politique populiste des deux côtés. L'élection de Barack Obama en 2008 sembla marquer une nouvelle ère. Le premier président afro-américain promit l'espoir et le changement. Son Affordable Care Act étendit l'assurance santé à des millions. Il termina les guerres en Irak et en Afghanistan, bien que toutes deux continuent de couver. Il signa l'accord de Paris sur le climat et l'accord nucléaire iranien. Mais Obama fit aussi face à une opposition républicaine féroce. Le Tea Party émergea, exigeant un gouvernement plus petit et des impôts plus bas. Le Congrès devint dysfonctionnel, incapable de passer même une législation basique. Les divisions raciales, que beaucoup espéraient qu'Obama guérirait, semblaient s'approfondir. Les fusillades policières d'hommes noirs non armés déclenchèrent le mouvement Black Lives Matter. L'élection de Donald Trump en 2016 choqua l'establishment politique. Un magnate de l'immobilier et star de télé-réalité sans expérience politique battit Hillary Clinton malgré avoir perdu le vote populaire par 3 millions de voix. Trump promit de « Make America Great Again », appelant au nationalisme économique, à des restrictions sur l'immigration et au retrait des engagements internationaux. La présidence de Trump fut chaotique et polarisante. Il se retira de l'accord de Paris et de l'accord iranien, imposa des tarifs sur la Chine, construisit un mur à la frontière mexicaine. Il nomma 3 juges conservateurs à la Cour suprême, déplaçant la Cour vers la droite pour une génération. Il fut destitué 2 fois. D'abord pour avoir fait pression sur l'Ukraine pour enquêter sur Joe Biden. Ensuite, pour avoir incité à l'insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole. La pandémie de Covid-19, en 2020, exposa les faiblesses de l'Amérique. Le pays le plus riche du monde avait l'un des taux de mortalité les plus élevés. Les divisions politiques transformèrent les masques et les vaccins en questions partisanes. L'économie s'effondra, avec des millions au chômage. Les inégalités raciales et économiques furent mises à nu alors que les travailleurs essentiels, disproportionnellement minoritaires et pauvres, mouraient à des taux plus élevés. Le meurtre de George Floyd par la police de Minneapolis, le 25 mai 2020, déclencha les plus grandes protestations de l'histoire américaine. Des millions marchèrent pour la justice raciale dans chaque État. Des statues confédérées furent abattues. Pour un moment, il sembla qu'un calcul racial était possible. Mais le contre-coup fut rapide et féroce, avec des États républicains
passant des lois restreignant l'enseignement sur la race. Joe Biden, élu en 2020 sur une promesse de restaurer la normalité et l'unité, fait face à un pays profondément divisé. La moitié du pays croit que l'élection fut volée. L'insurrection du 6 janvier 2021, où une foule a pris d'assaut le Capitole pour empêcher la certification de l'élection de Biden, montra à quel point la démocratie américaine est fragile. L'Amérique d'aujourd'hui fait face à des défis existentiels. Le changement climatique menace les villes côtières et l'agriculture. L'inégalité économique est à des niveaux de l'âge doré. La montée de la Chine défie l'hégémonie américaine. L'intelligence artificielle et l'automatisation menacent des millions d'emplois. La désinformation et les médias sociaux érodent la vérité partagée nécessaire à la démocratie. Pourtant, l'histoire américaine suggère une capacité de renouvellement. Le pays a survécu à une guerre civile, 2 guerres mondiales, une dépression et d'innombrables crises. À chaque fois, il a émergé transformé mais intact. La question est de savoir si les institutions et les normes qui ont soutenu la démocratie américaine peuvent survivre à l'ère actuelle de polarisation et de méfiance. L'expérience américaine reste unique dans l'histoire humaine. Une nation fondée sur des idées plutôt que sur l'ethnicité ou la géographie. Un pays qui a accueilli plus d'immigrants que n'importe quel autre et les a transformés en Américains. Une démocratie qui, malgré ses défauts et hypocrisies, a inspiré des mouvements de liberté dans le monde entier. L'histoire des États-Unis est une histoire de contradictions. Un pays fondé sur la liberté qui a pratiqué l'esclavage. Une nation d'immigrants qui a périodiquement fermé ses portes. Un phare de démocratie qui a soutenu des dictateurs. Un champion des droits humains qui a commis des atrocités. Ces contradictions ne sont pas des aberrations, mais sont centrales à l'expérience américaine. L'Amérique a toujours été une idée autant qu'un lieu. L'idée que les gens peuvent se gouverner eux-mêmes, que la naissance ne détermine pas le destin, que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Cette idée a attiré des millions vers les côtes américaines et continue d'inspirer malgré toutes les façons dont l'Amérique a échoué à la hauteur de ses idéaux. Le rêve américain, l'idée que quiconque peut réussir par le travail acharné, reste puissant même s'il devient de plus en plus illusoire pour beaucoup. La mobilité sociale en Amérique est maintenant inférieure à celle de la plupart des autres pays développés. Pourtant, le mythe persiste, attirant des immigrants et motivant des générations à s'efforcer d'améliorer. La diversité de l'Amérique est à la fois sa plus grande force et son plus grand défi. Aucun autre pays n'a tenté de construire une démocratie multi-ethnique et multi-religieuse à cette échelle. Les tensions que cela crée sont réelles et croissantes. Pourtant, cette diversité a aussi été la source de la créativité et du dynamisme américain. La culture américaine a conquis le monde. Hollywood, le rock'n'roll, le jazz, le hip-hop, les blue jeans, McDonald's, l'iPhone. Les exportations culturelles américaines ont façonné comment les gens partout vivent et rêvent. Cette soft power a été aussi importante que la puissance militaire dans le maintien de l'hégémonie américaine. Le système politique américain, conçu au XVIIIe siècle, peine à relever les défis du XXIe. Le collège électoral, le Sénat, le filibuster, le gerrymandering, ces caractéristiques permettent à la règle minoritaire et paralysent le changement. Pourtant, la Constitution reste vénérée, ses défauts considérés comme des caractéristiques plutôt que des bugs. L'économie américaine reste la plus grande et la plus innovante du monde. Silicon Valley continue de produire des technologies qui transforment la vie humaine. Les universités américaines attirent les meilleurs esprits du monde. Le dollar reste la monnaie de réserve mondiale. Pourtant, ses forces sont de plus en plus concentrées, profitant à quelques-uns tandis que beaucoup luttent. La puissance militaire américaine reste inégalée. Les États-Unis dépensent plus pour la défense que les 10 pays suivants combinés. Les bases américaines encerclent le globe. Pourtant, cette puissance a des limites, comme l'ont montré l'Irak et l'Afghanistan. La capacité de détruire dépasse de loin la capacité de construire. L'exceptionnalisme américain, la croyance que l'Amérique est unique et supérieure, reste fort,
malgré des preuves croissantes du contraire. L'Amérique a une espérance de vie plus faible, une mortalité infantile plus élevée, plus de violences armées et plus de prisonniers que d'autres pays développés. Pourtant, la foi dans la grandeur américaine persiste. Les médias américains, autrefois gardiens de la vérité, sont maintenant fragmentés et polarisés. Fox News et MSNBC présentent des réalités complètement différentes. Les médias sociaux créent des bulles de filtre où les gens ne rencontrent jamais d'opinions opposées. La désinformation se propage plus vite que la vérité. Une démocratie ne peut pas survivre sans faits partagés. Le système éducatif américain reflète et renforce les inégalités. Les écoles publiques, financées par les impôts fonciers locaux, varient énormément en qualité. L'enseignement supérieur, autrefois un moteur de mobilité, est maintenant un fardeau de dettes écrasantes. L'Amérique produit à la fois les meilleurs et les moins éduqués du monde développé. La religion reste une force puissante dans la vie américaine, unique parmi les pays développés. Le christianisme évangélique façonne la politique, particulièrement sur des questions comme l'avortement et les droits LGBTQ. La séparation de l'Église et de l'État, un principe fondateur, est de plus en plus contestée. L'Amérique devient à la fois plus séculaire et plus religieusement intense. La race reste la ligne de faille centrale de l'Amérique. 400 ans après l'arrivée des premiers esclaves, les Noirs américains ont encore une richesse, des revenus, une éducation et une espérance de vie inférieure. L'incarcération de masse a créé un nouveau système de caste. Pourtant, la culture noire américaine, musique, sport, style, domine la culture populaire. L'immigration continue de transformer l'Amérique. Les Latinos sont maintenant le plus grand groupe minoritaire. Les Américains d'origine asiatique sont le groupe à la croissance la plus rapide. L'Amérique devient de plus en plus brune, ce qui terrifie certains et inspire d'autres. La bataille sur l'immigration est vraiment une bataille sur l'identité américaine. Le genre subit une révolution. Les femmes sont maintenant plus nombreuses que les hommes à l'université et entrent dans des professions autrefois exclusivement masculines. Le mouvement Salut MeToo a exposé l'omniprésence du harcèlement sexuel. Les droits des transgenres sont la nouvelle frontière des droits civiques. Les rôles de genre traditionnels s'effondrent, créant à la fois libération et anxiété. La technologie transforme chaque aspect de la vie américaine. Les smartphones ont changé comment les gens communiquent, travaillent, font leurs courses et pensent. Les médias sociaux ont réorganisé la politique et les relations sociales. L'intelligence artificielle promet et menace des changements encore plus grands. L'Amérique mène, mais ne contrôle pas ces changements. L'environnement devient impossible à ignorer. Les ouragans deviennent plus forts, les incendies de forêt plus fréquents, les sécheresses plus longues. Miami et la Nouvelle-Orléans peuvent être sous l'eau dans ce siècle. Pourtant, l'action climatique reste paralysée par la politique partisane. L'Amérique, historiquement le plus grand pollueur, résiste aux changements nécessaires. La géopolitique se déplace. La Chine monte, défiant l'hégémonie américaine économiquement et militairement. La Russie, bien que plus faible, reste disruptive. L'ordre international libéral que l'Amérique a construit après la Seconde Guerre mondiale s'effrite. L'ère de la domination américaine incontestée peut toucher à sa fin. La santé publique, longtemps négligée, est maintenant inévitable. Covid-19 a révélé la fragilité des systèmes américains. Le système de santé à but lucratif a laissé des millions sans soins. L'obésité, la dépendance aux opioïdes, les maladies mentales, l'Amérique fait face à des crises de santé multiples. Le pays le plus riche ne peut pas garder ses citoyens en bonne santé. L'infrastructure s'effondre, les ponts s'écroulent, les barrages se brisent, le réseau électrique défaille. Le système de transport, construit pour les voitures, est insoutenable. Le haut débit, essentiel pour la vie moderne, n'atteint pas des millions. L'Amérique qui a construit le système d'autoroutes inter-États ne peut pas maintenir ce qu'elle a construit. La justice pénale reste brutale et inégale. L'Amérique incarcère plus de personnes que n'importe quel autre pays. Les prisons sont devenues des entrepôts pour les malades mentaux et les toxicomanes. La police tue 1000 personnes par an.
Le système concentre la punition sur les pauvres et les minorités, tout en laissant les riches et puissants impunis. L'économie, bien que grande, est de plus en plus inégale. Les 1% les plus riches possèdent plus de richesses que les 90% les plus pauvres. Les salaires stagnent tandis que les coûts du logement, de l'éducation et des soins de santé montent en flèche. Le contrat social d'après-guerre, qu'un travail acharné mène à une vie de classe moyenne, est rompu. La démocratie elle-même est en péril. La suppression des électeurs, le gerrymandering, l'argent noir, la désinformation, tous érodent le gouvernement représentatif. La confiance dans les institutions est à des niveaux historiquement bas. Beaucoup d'Américains ne croient plus que leur voix compte. Sans foi en la démocratie, elle ne peut pas survivre. Pourtant, l'Amérique a toujours été meilleure pour promettre que pour livrer. Les mots de la Déclaration et de la Constitution ont inspiré des mouvements pour réaliser leurs promesses. Les esclaves citant la Déclaration, les suffragettes citant la Constitution, King citant le rêve américain, tous tenaient l'Amérique responsable de ses idéaux. L'histoire américaine n'est pas un progrès inévitable, mais une lutte constante. Chaque expansion de la liberté a été combattue. Chaque inclusion a fait face à la résistance. Le progrès n'est pas linéaire, mais cyclique, avec des périodes de progrès suivies de réactions. L'arc de l'univers moral peut se courber vers la justice, mais seulement quand les gens le plient. L'Amérique reste une expérience inachevée. La question n'est pas de savoir si l'Amérique est grande, mais si elle peut devenir ce qu'elle prétend être. Peut-elle créer une démocratie multiraciale véritable ? Peut-elle fournir des opportunités pour tous, pas seulement pour quelques-uns ? Peut-elle mener le monde tout en respectant les autres nations ? Peut-elle survivre à ses propres contradictions ? L'avenir de l'Amérique n'est pas prédéterminé. L'histoire montre que les Américains ont la capacité de grand bien et de grand mal, de générosité et de cupidité, de courage et de lâcheté. Les choix faits maintenant détermineront si l'Amérique réalise ses idéaux ou trahit son héritage. L'histoire jugera, mais le présent décide. L'histoire des États-Unis est finalement l'histoire de personnes ordinaires faisant des choix extraordinaires. Des pèlerins risquant tout pour la liberté religieuse. Des révolutionnaires défiant un empire. Des esclaves s'échappant vers la liberté. Des immigrants cherchant une vie meilleure. Des travailleurs organisant pour la dignité. Des femmes exigeant l'égalité. Tous ont façonné l'histoire américaine. Cette histoire continue. Chaque génération réécrit l'histoire américaine, trouvant de nouvelles significations dans de vieux événements. Ce qui semblait héroïque à une génération semble honteux à la suivante. Les héros deviennent des méchants. Les méchants, des héros. L'histoire n'est pas fixe, mais contestée. Un champ de bataille pour définir l'identité américaine. Comprendre l'histoire américaine nécessite de tenir des vérités contradictoires. L'Amérique est à la fois la terre de la liberté et la terre de l'esclavage, la nation des immigrants et la nation du nativisme, le champion de la démocratie et le soutien des dictateurs. Ces contradictions ne peuvent pas être résolues, mais doivent être reconnues. L'histoire américaine enseigne à la fois l'humilité et l'espoir. L'humilité de reconnaître les échecs et les crimes. L'espoir que le changement est possible. L'Amérique a toujours été meilleure pour imaginer l'avenir que pour affronter le passé. Mais sans compter avec l'histoire, il ne peut y avoir de progrès réel. En fin de compte, l'histoire américaine est une histoire humaine. Des gens imparfaits, luttant avec des problèmes impossibles, faisant des erreurs terribles et réalisant de grandes choses. L'histoire ne fournit pas de réponses faciles, mais offre des leçons pour ceux qui veulent apprendre. Le passé n'est pas prologue, mais avertissement et guide. L'Amérique entre dans son 3e siècle en tant que nation divisée et incertaine. Les vieux mythes ne tiennent plus. Les nouvelles histoires n'ont pas encore émergé. C'est un moment de danger et d'opportunité. L'histoire suggère que l'Amérique a la capacité de se réinventer. La question est de savoir si elle a la volonté. L'histoire des États-Unis n'est pas terminée. Chaque jour, les Américains écrivent de nouveaux chapitres. Les choix faits, les batailles livrées, les rêves poursuivis,
tous deviennent une partie de l'histoire. L'avenir regardera en arrière sur cette époque et jugera. Qu'est-ce qu'ils verront? Cela reste à écrire. Alors que nous terminons ce long voyage à travers l'histoire américaine, de ces 13 colonies rebelles sur la côte atlantique à la superpuissance mondiale d'aujourd'hui, nous voyons un fil conducteur. La tension perpétuelle entre les idéaux et la réalité, entre ce que l'Amérique prétend être et ce qu'elle est vraiment. Cette tension n'est pas une faiblesse, mais peut-être la plus grande force de l'Amérique, la poussant constamment, même imparfaitement, vers ses idéaux fondateurs. L'histoire nous montre que l'Amérique est capable de transformations extraordinaires, mais seulement quand ses citoyens ont le courage d'exiger que leur nation soit à la hauteur de ses promesses. Le chapitre suivant de cette histoire remarquable reste à écrire. Et il appartient à chaque génération de décider si l'Amérique se rapprochera ou s'éloignera de ces vérités qu'elle tient pour évidentes. Mes chers amis, j'espère que ce voyage à travers l'histoire fascinante des États-Unis vous a captivé et peut-être vous a aidé à vous endormir paisiblement. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à partager vos suggestions de thèmes pour de futures vidéos dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires captivantes. Et mettez un pouce bleu si ce récit vous a plu. Bonne nuit et faites de beaux rêves.